Lauren the Storyteller. Salut. Alors, je suis de retour pour vous parler de Sex Education. Pour moi, c'est une série qui est vraiment brillante. Et même si elle est sortie depuis quelques années déjà, elle continue à faire des émules. Et personnellement, j'ai commencé à regarder cet été. Alors que ça fait hyper longtemps que je connais et que j'ai vu le buzz autour de la série, que je connais les acteurs, etc. Mais j'ai jamais pris le temps de regarder parce que j'essaye de m'éloigner du genre teen soap opera, teen drama parce que en fait ce sont des histoires qu'on a vues et revues avec souvent les mêmes tropes, et même si c'est intéressant de voir des variables, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais apprendre de plus en termes d'écriture, hein, dans ce sens-là. Est-ce que ça va vraiment me divertir tant que ça? Mais c'est vrai que j'étais très attirée par l'élément éducation, l'élément diversité, et ce genre de choses, et franchement j'ai pas du tout été déçue par la série. Et pour le coup, comme ça fait longtemps que la série est sortie, je vais plus me concentrer sur la saison 3 que je viens de terminer et qui, comme d'hab, nous a donné lieu à des histoires et des romances et des intrigues tout aussi incroyables les unes que les autres, avec un arc narratif et un développement de chaque personnage qui est hyper intéressant. Notamment... Je pensais pas du tout revoir le personnage de Raïm et cette scène mythique que j'exploiterai plus tard, qui a vraiment donné lieu à un moment d'une tension dramatique assez inattendue, quoi. Alors la saison 3, j'ai pas besoin de vous faire un résumé, ça commence avec la nouvelle directrice de l'école qui arrive, et elle s'appelle Hope, et tout le monde la voit comme hyper cool. Et d'ailleurs c'est Jimmy McKirk, l'actrice qui était dans Girls, qui a en plus cette image de fille bohème, un peu lunaire, cool, donc en pop culture et dans le paysage télévisuel. Et effectivement, je m'attendais à ce qu'elle soit excessivement plus malléable et beaucoup moins rigide que le père d'Adam, justement le directeur Groff. Et comme elle est arrivée en jumpsuit, en jean, en dansant un peu avec une coupe, vous voyez ce que je veux dire, quoi, hyper hipster, tous les élèves se sont dit oh génial, elle va être super cool. Et au final elle a eu un développement à la Ombrage, Dolores Ombrage dans Harry Potter, et toute cette saison m'a beaucoup fait penser à ça en fait, à cette année-là à Poudlard, où ils se battent contre Ombrage et qu'elle est là en mode petite britannique tyrannie à la Margaret Thatcher, mais là on a la version très cool. Donc on voit qu'ils ont subvert the trope, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils l'ont adapté ou ils l'ont retourné pour nous faire croire que ah bah non, il va se passer un truc beaucoup plus cool, alors qu'au final c'est 10 fois pire. Vu qu'elle a été élève dans l'école, on se dit que bon bah elle comprend les étudiants, alors que pas du tout. Elle a une technique hyper rigide. J'ai perdu ma lumière. Et elle a étudié en Europe, et des techniques d'éducation beaucoup plus strictes en fait. Je voulais parler de ça tout d'abord parce que je suis pas sûre, enfin je pense que tout le monde se rend compte de l'impact de cette série, notamment sur les questions de genre et de sexualité. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est la place des femmes plus âgées et de la reproduction, de leur capacité de reproduction en tant que femmes plus âgées, quoi. Et là on est face à Hope, comme dans un mimétisme avec ses valeurs très rigides. Elle a le corps très rigide, elle n'arrive pas à concevoir du tout. Elle fait beaucoup de FIV, en fait, IVF en anglais, pour essayer de concevoir. D'ailleurs, on voit pas du tout son mari, il me semble, ou son compagnon du moins, dans cette saison. Et on sent qu'elle est désespérée d'avoir un enfant, quoi. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de voir comment elle traite les enfants qu'elle doit déjà gérer, et elle, son envie d'être mère. Et d'ailleurs, elle dit dans le dernier épisode, le seul truc que mon corps doit faire, il ne le fait pas. Et j'ai trouvé cette phrase hyper intéressante, parce que c'est faux, en fait. La fonction du corps d'une femme, ce n'est pas de reproduire, en fait. Loin de là, il y a beaucoup de choses auxquelles elle peut aspirer dans la vie, au-delà de concevoir. Et c'est comme si elle ne voyait pas d'autres alternatives. Et d'ailleurs, il y a une scène assez poignante où elle s'énerve contre une femme docteur concernant ce sujet, au lieu de lui dire qu'elle veut uniquement avoir un enfant naturellement, là où elle lui propose des moyens alternatifs, c'est-à-dire l'adoption. Elle n'arrive même pas à concevoir ça, parce que peut-être que pour elle, ça fait pas partie de son système de valeurs, quoi. Alors déjà, off the bat, je m'attendais pas du tout à voir ça dans cette saison, et j'ai trouvé que c'était quand même hyper intéressant, comparé à l'histoire de Jean, Jean, la mère d'Otis, qui est enceinte, et au début de la saison, qui n'arrive pas à le dire à Jacob. Elle arrête pas de passer devant chez lui parce qu'elle est hyper stressée
stressée de lui dire, elle garde le gosse et bon, elle finit par lui dire, ils finissent par se réunir en tant que famille, ils essayent de faire en sorte que ça fonctionne à moitié on va dire, cette famille recomposée et puis elle se prend toutes les remarques et rafales de stéréotypes sur les femmes d'un certain âge qui tombent enceintes et à quel point c'est flippant d'avoir un enfant non seulement à l'âge qu'elle a, donc passé 50 ans il me semble, mais en plus avec un partenaire qu'elle connaît pas tant que ça, avec qui elle a déjà eu une rupture, en plus de la relation qu'elle a eue à nouveau avec son ex-mari, plus le fait qu'ils sont complètement différents, quoi. Enfin, lui, il a un côté hyper, justement, conservateur du Nord, macho, mais très... je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que j'appelle ça un peu le machisme enveloppé de douceur, dans le sens où il parle très lentement, parce que c'est pas sa première langue, l'anglais. Il a une voix très suave, mais il a un... Enfin voilà, il est très rigide sur certaines choses, c'est-à-dire que par exemple, il y a une scène hyper intéressante où ils ont un moment dans la saison où ils se séparent et il veut pas en parler avec les enfants. D'ailleurs, souvent il veut pas se confier, souvent il veut pas s'ouvrir. Je trouve que c'est un personnage, Jacob, qui est très fascinant. Je trouve intéressant qu'ils aient décidé d'auditionner un acteur scandinave en fait. D'ailleurs, concernant Jacob, il y a tout le mystère autour de sa première relation précédente avec la mère d'Ola, où on pense que c'était une relation quasi parfaite et que c'est pour ça que depuis il s'est pas du tout remis en couple, un peu comme on a découvert dans les saisons précédentes, alors qu'en fait il s'est pas remis en couple parce qu'il s'est pas remis et il n'a pas fait le deuil du fait que son ex-femme l'ait trompé en fait. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant et poignant, parce que je me suis dit il a réussi à nous faire croire que c'est parce qu'il l'aimait tellement qu'il n'a pas trouvé de femme égale à elle, qu'il est resté célibataire et que sa mort a laissé un trou béant et qu'il ne pourra jamais la remplacer, ou alors de manière concomitante, de manière additionnelle, elle ne l'aimait plus peut-être, elle l'a trompé, excusez-moi, et du coup il a plus confiance en lui et sa capacité de recevoir l'amour de quelqu'un et que ce ne soit pas trompé. Et on comprend d'autant mieux à quel point il en veut à Jean de la relation qu'elle a eue avec son ex-mari dans la saison précédente. D'ailleurs, spoiler, tout est spoilé de toute façon, mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle était enceinte, je me suis dit mais c'est pas le gosse de l'ex-mari, parce que je me rappelais plus très bien la saison précédente et il me semblait qu'ils avaient eu des relations, alors que typiquement tous les types avec qui elle couchait avant, j'ai jamais pensé à eux quoi, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout. Et la scène de fin où elle se dit « Oh, merde il est peut-être pas de lui, ou du moins ça nous indique qu'il est pas de lui. » Je me suis dit, mais cette série, elle est incroyable, quoi. Il y a développement sur développement sur développement, et ça nous laisse en haleine à chaque fois. C'est génial. J'ai mes notes sur mon téléphone. Alors pour moi, la scène la plus touchante de cette saison, et pour le coup j'ai pleuré de vraies larmes de passion et de crocodile passionné, c'est la scène entre Maeve et Isaac, parce que déjà je pensais jamais qu'elle allait lui pardonner ce qu'il avait fait, c'est-à-dire supprimer le message d'Otis du dernier épisode de la saison précédente, le message où Otis dit avoue ses sentiments à Maeve. Et au final, elle lui a pardonné, et je trouve que c'est un personnage qui a vraiment un grand cœur, parce qu'elle pardonne assez facilement et souvent, sous ses airs rancunière, je la trouve pas du tout rancunière. Et la scène où ils sont intimes, la scène où ils commencent une intimité plutôt, où elle n'ose pas lui poser la question de savoir ces zones qui sont encore érogènes en fait, c'est la scène qui se joue. Et en fait ce qui est magnifique, c'est qu'on a vraiment eu une métaphore visuelle de la phrase le consentement c'est sexy. Et j'ai trouvé que plus que sexy, que c'était vraiment tendre en fait, intime, touchant. Et dans une série, et c'est ça qui fait la force de cette série, c'est qu'on a des moments qui sont très graveleux ou des moments qui sont très crus, et on a des moments comme ça d'une tendresse incroyable. C'est-à-dire que par exemple dans l'épisode où Adam fait la confession ou Adam, je sais pas, fait la confession que il est passif, ou du moins qu'il aimerait le faire de manière passive avec Eric, et on voit pas la scène en fait, et pour leur laisser de l'intimité, la caméra elle se tourne comme ça, et même tout était tenu en haleine tout l'épisode, mais bon je me doutais que ça se jouait là-dessus en fait, parce qu'il a un ego qui est très très fort, et puis
toute la saison 1, il jouait le mec hyper viril et tout. Et je me doutais que ça se jouait sur quelque chose comme ça et que je pense que c'est pas facile pour un personnage comme lui de dire quelque chose qui peut paraître très anodin pour d'autres hommes homosexuels, mais dans son cas à lui, non, c'est très difficile de l'admettre et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment touchant. Pour en venir sur la scène de Maëve et Isaac, quand elle lui demande est-ce que je peux te toucher là, 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 et qu'on pourrait croire que, oui bon, enfin c'est son visage, voilà, c'est une partie du corps qui est découverte, et où, oui enfin, est-ce que si jamais elle le fait sans lui demander, ça peut être considéré comme agressif? Et bah justement, non seulement c'est intéressant qu'ils aient exploré ça, justement sur le visage et sur l'épaule, enfin là quoi, parce que typiquement oui, tu rentres dans mon espace privé et oui c'est une agression quand tu fais ça sans me le demander, surtout dans leur situation à eux où ils commencent une intimité, mais surtout dans son cas à lui où il est invalide et du coup ça le rend extrêmement vulnérable en fait. Et j'ai adoré le fait qu'au lieu qu'ils nous le disent, tu sais, moi faut faire attention parce que je suis vulnérable, tout simplement ils nous montrent que c'est un être qui, nous sommes tous des êtres vulnérables et fragiles, mais lui, il est encore plus vulnérable, il est encore plus fragile. Et limite, en y réfléchissant, je me suis dit, oui, c'est vrai que quand t'es dans une situation handicapée, c'est encore plus facile d'abuser de toi, que ce soit quelqu'un dans une situation de pouvoir, donc que ce soit, je sais pas, un prof, une aide-soignante, ou même quelqu'un de beaucoup plus âgé, etc. Mais même dans une relation qu'on pourrait croire imperméable à ce genre de situation, en fait, d'agression, et dans une situation où elle c'est une fille, effectivement elle peut se retrouver à sans le vouloir abuser de lui si elle ne lui demande pas en fait, vu que pour lui, pour se déplacer et pour faire certains gestes c'est plus compliqué et qu'il peut pas bouger aussi facilement que quelqu'un de valide en fait. Et je pense que c'est pour ça que cette scène ça m'a attrapé au cœur. Enfin, j'ai trouvé que c'était magnifique. De plus, c'est une scène où elle le traite avec beaucoup de dignité, en fait, en lui posant toutes ces questions. Et en même temps, c'est un des personnages qui est censé être le plus intelligent et le plus alerte sur ce genre de questions du fait de ses lectures et de son expérience dans la clinique, justement avec Otis. D'ailleurs, pour finir sur le couple Maëve-Isaac, à la fin, quand il lui fait comprendre que non, en fait, je veux pas être avec toi parce que t'es la seule qui veut être avec moi, du fait de sa situation aussi financière, mais aussi parce que je veux être avec l'unique personne qui va m'aimer pleinement, et lui dit je mérite quelqu'un qui m'aime entièrement, et il a totalement raison. Et j'ai adoré ce moment parce qu'il est traité avec énormément de respect, ce personnage. Et tous les personnages de la série, c'est-à-dire que par exemple, l'actrice qui joue Viviane, elle a perdu énormément de poids, et j'avais déjà vu sur son Instagram, et je me suis posé la question, est-ce qu'ils vont l'adresser dans la série? Et je me suis dit, s'ils sont smart, intelligents, ils le feront pas. Et effectivement, ils ne l'ont pas fait. J'ai trouvé que c'était ingénieux parce que dans la vie, tu passes par des phases où tu prends du poids, tu perds du poids, et justement quand tout le monde te fait ce commentaire, que ce soit perte ou prise de poids, c'est extrêmement pénible en fait. Et même souvent dans les séries, quand il y a un personnage qui change en fait physiquement, et souvent c'est les femmes, et qui quand elles tombent enceintes ou qu'elles prennent du poids, ils le commentent dans la série. C'est-à-dire que même s'ils changent l'acteur qui joue le personnage, ils vont faire le commentaire. Et je trouve que la série qui a le mieux fait ça, c'est Dans ma famille d'abord, quand Claire avait changé. Les deux actrices ne se ressemblaient absolument pas, et donc je pense qu'ils ont eu raison d'en parler. Mais il y avait aussi une série avec Megan Fox, mais c'était il y a très 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 longtemps, elle était très très jeune, où ils avaient changé la jeune fille qui jouait le rôle que Megan jouait, et ils en avaient pas du tout parlé en fait, pas du tout. Et j'avais trouvé ça bizarre, mais en même temps je me suis dit oui bon, enfin en fait en tant que personnage en tant qu'audience tu t'y habitues. Mais dans le cas de Viviane, elle a perdu énormément de poids, et le fait qu'ils en aient pas parlé du tout, je me suis dit c'est pas plus mal, parce qu'en fait faudrait qu'on s'habitue à pas commenter en fait sur le poids ou les changements physiques des gens, parce qu'on sait pas ce qu'ils traversent. Personnellement, il y a une époque, j'ai perdu énormément de poids sans le vouloir, et tout le monde commentait en permanence cette perte de poids, mais en me félicitant alors que j'étais malade. Et c'est pas une période que j'ai appréciée dans ma vie, donc j'apprécie que dans la série, concernant le personnage de Viviane, ils en aient pas parlé. Concernant Viviane, ce qui est drôle, c'est que
toute la saison, elle est là, elle textote avec son mec Eugène, et je me dis mais c'est qui ce mec? J'ai pas le souvenir qu'il était là dans la saison précédente, mais bon, tant mieux si elle a un. Et quand Eugène arrive à la fin et que j'entends la musique de Missy Elliott, je me suis dit elle va finir dans la poubelle parce que c'est une référence à Lolita malgré moi. Et quand j'ai vu Eugène, j'ai dit ah j'ai dit ok, la meuf elle s'ennuyait pas quoi. Et c'est vrai qu'il est vraiment beau gosse. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que je m'attendais pas à ce qu'on le voit dans la saison, mais pas du tout. Pour moi, le développement de Viviane, il était justement sur son délire de mon CV, mon CV, mon CV, je veux percer, j'ai besoin d'une bonne éducation, et de sa relation avec Jackson, qui est apparemment platonique / amicale. Mais Eugène, je m'attendais pas à le voir. Et le fait qu'il soit hyper beau gosse et noir, j'ai trouvé que c'était fin, et surtout pour une série Netflix, je me suis dit bah dis donc, c'est pas souvent que vous la jouez bien, c'est à dire que même le fait de voir Dua Saleh, c'est à dire la personne qui joue Cal, Jackson, Viviane, des fois tous les trois en même temps à l'écran, je me disais Lorraine, à part dans les séries où tout le casting est noir, ça arrive très rarement sur Netflix pour une série pour ados, hein. J'ai peut-être jamais vu ça quoi. Et puis noir, dark skin, c'est vraiment pour le coup important, et ils l'ont fait quoi. Je trouve que c'est important et ils l'ont fait. Concernant Jackson et Cal, c'est une intrigue qui est pour le coup très 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 intéressante, parce qu'au-delà du fait de nous donner beaucoup d'informations sur la non-binarité et le genre, bah c'est vrai que Jackson, on voit qu'il est hyper attiré par cette personne et ne se pose jamais aucune question en fait. Et connaissant le personnage, je me suis dit, soit il a eu une évolution incroyable, bah, je sais pas, pendant l'été, ou alors c'est une manière pour la série de nous faire comprendre que bah, Jackson, il se pose pas de questions jamais parce que il a 2 mamans. Ou alors ils vont l'adresser à un moment. La fin de la saison approche et ils commencent à en parler dans l'avant-dernier épisode. Et là, j'ai dit, ah ouais. Donc au final, ils en ont parlé du fait que Jackson voit Cal comme une fille et pas comme une personne non-binaire. Et le fait que Cal dise cela, ça a confirmé ce que je pensais, mais de manière très 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 inconsciente, hein, et le fond du problème en fait. Et vraiment, je me suis dit, mais quelle série ingénieuse, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il ne s'agit pas juste d'un mec qui commence à kiffer quelqu'un, mais d'un mec qui commence à kiffer une personne non-binaire, et que du coup, ça change la nature de la relation, en fait. C'est-à-dire que tu peux même pas toucher Cal de la même manière que tu aurais touché des relations sexuelles qu'il avait avec Maëvé, par exemple. Et comme on n'a pas vu les parents de Jackson de toute la saison, j'avais complètement oublié qu'il avait deux mamans. Et c'est quand il est chez lui et qu'il commence à c'est quand il est avec Cal et qu'il commence à se poser la question que je me suis rappelé, et juste après on voit une de ses mamans, et je me suis dit bah voilà, j'avais complètement oublié. J'ai trouvé quand même que c'était un moment assez fort, que Cal s'affirme en disant si tu ne me vois que comme une fille, et ben on peut pas être ensemble en fait. Parce que moi, je veux être aimée dans mon entièreté, dans l'entièreté de mon identité et de ma personne, et pas uniquement pour une partie de celle-là, c'est-à-dire les parties qui te plaisent, qui renvoient à ton imaginaire sur les femmes, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, waouh, mais quelle série, parce que... Après, vous me direz, je regarde des séries très conventionnelles sur Netflix, donc sûrement qu'il y a tout un genre qui est dédié à ça. Mais je me suis dit, quelle série, parce que pour le coup, c'est des questions que personnellement je me suis jamais posées concernant le type de relation que ça amène en fait. Et le fait que lui il se dise oh ben non, on y va, il n'y a aucun problème, alors que en fait ça change beaucoup dans le cas du personnage de Cal. J'ai trouvé ça intéressant. Dua Saleh, c'est la personne qui joue Cal, et je l'avais découvert, je sais pas peut-être il y a 1 an. Et j'ai même fait une vidéo sur mon autre chaîne YouTube anglaise, la musique qu'elle produit. Et la musique est incroyable en fait. J'avais déjà connaissance de Dua Saleh en fait. Et quand je l'ai vue dans Sex Education, j'ai dit mais purée génial. Et en plus avec un jeu incroyable sur un sujet aussi important et hyper intéressant aussi quoi. Alors le voyage de Eric au Nigeria, alors là...
Je m'y attendais absolument pas et quand ils ont commencé à en parler, j'ai dit oh là 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 là, ça va être génial. Et effectivement, j'ai adoré. J'ai adoré ces passages-là parce que je me suis dit comment ils vont l'emmener au Nigeria et puis le fait qu'ils traitent de l'homosexualité en Afrique et que c'est perçu de manière totalement différente, enfin du moins que c'est beaucoup plus dangereux. C'est dangereux en Europe, mais c'est encore plus dangereux en Afrique de l'Ouest et en Afrique, hein. Et que du coup, il faut se comporter de manière différente. Sa mère lui fait énormément de rappels en tant que bonne maman, donc je suis pas tellement surprise, on n'est pas tellement surprise que la maman fasse ça. Mais quand il est dans le Uber, dans le taxi avec Oba et que Oba il commence à flipper, à sit back, et parce que le taxi a capté où est-ce qu'il se rendait et que sûrement que ça se sait dans la ville que il s'agit d'un resto / club queer, bah normal qu'il commence à flipper quoi. Et puis même il y a la scène exceptionnelle où Oba lui dit ah bah je suis triste parce que moi j'aurais jamais ça, tu vois qui cherche une accroche pour dévoiler le fait que c'est un homme gay et que bah, selon la réponse d'Eric en fait il allait s'adapter et c'est un espèce de coding ou un switching, code switching, enfin c'est ce que j'essaie de dire en fait, pour se reconnaître en fait. Et j'ai trouvé ça excessivement triste tout en ayant conscience que bah, c'est comme ça dans la réalité dans beaucoup de pays. Et Eric ça m'a fait rire, qui voit sa mère s'amuser avec son ancien fiancé et qui se dit bon bah si elle s'amuse, moi aussi je veux m'amuser, ça suffit et je veux vraiment voir le vrai pays et my people, c'est-à-dire pas juste ma communauté LGBT, mais ma communauté Naija plus LGBT. Et c'est ça que j'ai trouvé fort en fait, c'est qu'il n'a pas eu besoin de le dire. Dire je veux voir des Nigérians queer. Il n'a pas dit ça. Il a dit je veux voir my people. Et j'ai trouvé ce moment assez fort. Et effectivement, après, quand ils sont dans la boîte avec Oba et tout, et qu'ils jouent Wizkid, Burna, j'ai trouvé ça génial. Quoique, ils auraient pu utiliser de la musique d'artistes nigérians et queer, parce qu'il y en a, et qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, comme Amaarae. Qui a d'ailleurs un album incroyable. Et par contre, j'avais, à la fois quand je l'ai vu faire ça, ça m'a saoulée parce que je me suis dit mais non mais c'est sûr que tu vas tromper ton copain en fait. C'est sûr que tu vas tromper Adam alors que lui il est en train de faire des efforts incroyables pour aller vers toi et pour s'ouvrir et pour s'affirmer. Vraiment j'avais ce truc qui me disait mais non n'y va pas, et en même temps j'avais ce truc qui me disait moi enfin Adam il a passé son temps à le frapper quand il était dans son armoire, il a passé son temps à être odieux avec lui, puis il est chiant, puis il est pas tout à fait dans les mêmes délires qu'Eric et il est spécial, donc c'est pas plus mal qu'il aille voir ailleurs, comme ça au moins peut-être qu'ils vont se séparer. Et ça bon je le voulais mais que à 10%, je le voulais pas entièrement en fait. Mais bon quand c'est arrivé j'ai dit bah voilà, j'étais sûre que ça allait arriver et bizarrement ça m'a fait penser à Insecure et je me suis dit mais oh là là mais pauvre Adam, déjà que c'est difficile pour lui dans son cheminement, en plus il va s'ouvrir encore plus parce que Eric va le tromper, enfin bon bref. Mais bon c'est pas plus mal la justification d'Eric où il lui dit que c'est pas qu'il l'aime pas Adam, c'est que il a kiffé ce moment avec Oba et que il est prêt à take over the world, alors que lui, Adam, il peut même pas aller mettre un pied dans un bar gay, il peut même pas se maquiller un peu, et que lui, Eric, il a besoin de plus que ça en fait. Des moments qui m'ont un peu... j'ai un peu roulé des yeux, c'est tous les tropes sur la famille africaine. Tout le temps. La scène où il y a la tantie, ça j'ai trouvé que c'était vraiment un trope, mais de fou. Où la tantie elle prend son tupperware et elle ramasse tous les poulets frits, elle en laisse pas un à Eric et lui tend son assiette et elle le regarde et elle continue à prendre les trucs là, les poulets. J'ai dit ouais, en 2021, voilà tu vois, en 2015, en 2010 même, vas-y, ok on va dire, mais bon en 2021, flemme en fait. Même si j'ai compris le sous-entendu à Adam, je kiffe cet acteur, je trouve que c'est un acteur exceptionnel parce qu'il joue super bien la dépression, il joue la non-émotion en fait. En même temps il est hyper drôle et hyper sensible. C'est-à-dire que derrière cette carapace il est hyper sensible. Et dans la série, surtout la 3e saison, le fait qu'on voit Adam, son père, le frère, le père du père, c'est-à-dire le grand-père d'Adam du coup, et qu'on voit que Adam ne parle pas de ses émotions parce que son père ne parle pas de ses émotions, parce que le père
du directeur Grove ne parle pas de ses émotions et que son frère le martyrisait aussi, c'est-à-dire l'oncle d'Adam martyrisait le père d'Adam, j'ai dit, on voit que c'est le traumatisme dans la famille en fait, qui est dans les gènes de chacun et qui sont tous un peu comme ça à replier, à garder un truc en eux en fait. Et j'ai adoré le fait que, malgré le fait qu'il soit comme ça, il essaye de rentrer dans son monde. Il essaye de lui écrire des poèmes, il essaye de lui dire des choses très difficiles à dire. Et il travaille dessus avec sa prof parce qu'il essaye d'être un meilleur élève, avec tout petit peu avec sa mère, parce que Eric vient chez lui, il dit mon ami, puis il finit par lui dire non en fait c'était mon petit copain. C'est des moments qui sont très 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 touchants et beaux en fait. Et il manque plus que le moment avec son père et je pense qu'on aura ça peut-être dans la prochaine saison quoi. D'ailleurs, quand Adam prend le fall, comme on dit, il prend la chute pour Raïm, c'est une scène que j'ai trouvée tellement ridicule et tellement... Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer en fait? Parce que moi, c'est tellement, il va aux toilettes parce qu'il a besoin de faire numéro 2 là, et que ensuite quoi? Et c'est vraiment des scènes potaches, humour britannique. Ok, mais qu'ils arrivent à en faire une situation hyper dramatique où c'est une excuse pour laisser Maeve et Otis ensemble à la station d'essence, c'est une excuse pour que Adam prenne le blâme à la place de Raïm. Je comprenais pas, mais j'ai senti la tension de la scène quand Raïm il a failli se foutre à chialer parce qu'on allait découvrir que c'était lui. Et en fait, je trouve que ça en dit beaucoup sur le personnage parce que ça nous montre que il veut vraiment se placer se positionner en tant que mec hyper cool, hyper beau gosse, hyper branchouille, en plus c'est les French, et qu'il peut pas perdre ce statut parce que j'ai lancé mon excrément par la fenêtre et ça a causé un accident. Enfin, c'est vraiment d'un ridicule qui peut effectivement te tuer en fait. Et ça nous montre quand même les passions adolescentes qui se résument au statut social aussi quoi. Alors Lily et ses aliens, depuis la saison 1, elle me fait hurler de rire et l'actrice elle est excellente dedans et j'ai trouvé ça beau de nous montrer à quel point ça lui tient à cœur et que elle croit réellement que les aliens existent en fait, et que se rendre compte que Ola elle est pas du tout dedans, que c'est pas du tout son délire, qu'elle fait ça pour lui faire plaisir et Ola c'est aussi un personnage que je trouve qui est vraiment d'une sensibilité forte en fait, parce qu'elle essaie réellement de rentrer dans son monde même si elle y croit pas quoi, donc ça montre que vraiment elle l'aime et elle est passionnée par ça. Quand Lily qui est persuadée que son histoire érotique ne va poser aucun problème à personne et que en publiant ça dans le journal local, tu sais, et Ola qui ose pas lui dire que c'est un peu osé quand même. D'ailleurs, c'est un trope qui était dans Orange is the New Black, le personnage Crazy Eyes, qui elle aussi, elle devient hyper successful, elle réussit dans la prison avec son histoire érotique à plusieurs chapitres, c'est un peu la même histoire. D'ailleurs, parenthèse, souvent Sex Education, j'ai l'impression de regarder une série sur les autres séries, sauf que le thème principal c'est l'éducation sexuelle des adolescents dans la série et de l'audience. Et si c'était pas parce qu'il y avait ce thème et que ce soit magnifiquement filmé et magnifiquement écrit, je pense que j'aurais du mal parce que, comme je vous le dis, j'ai toutes les références de toutes les séries qui me viennent quand je regarde cette série en fait. C'est-à-dire que la manière dont c'est filmé de manière hyper américaine alors que c'est en Grande-Bretagne. Il a l'air de faire tout le temps beau alors qu'on sait que c'est un pays où ça pleut tout le temps, il fait moche tout le temps, il fait froid tout le temps, il y a 2 semaines de soleil dans l'année. Typiquement par exemple la scène où Amy elle conduit, il me semble que pour conduire il faut avoir 18 ans dans ce pays. Donc ça c'est très américain et je le répète, Orange is the New Black, Skins, Misfits, Lolita malgré moi, Monty Python, Glee. Ouais, je pense que j'ai fait le tour des séries pop culture et des films pop culture dont c'est inspiré. Je ne vois que ça en fait, c'est-à-dire que par exemple la chorale qui passe sa vie à chanter des trucs hyper sexuels, ça me fait rire. Mais vraiment, ça me fait hurler de rire, mais j'ai juste l'impression de voir des scènes de Glee en fait, parce que Glee avait le côté un peu controversé de Glee, c'est ce qu'on retrouve dans Sex Education en fait. Et tous les tropes Lolita malgré moi, ou alors le mec méchant, le bully qui bully l'homme gay parce que lui-même il l'est, on l'a vu dans pas mal de séries aussi, hein, dans 13 Reasons Why ça y est aussi, d'ailleurs personne n'en parle vraiment de cette scène et c'est extrêmement bizarre. Ce trope est bizarre et il faut l'abolir en fait. Revenir sur Lily et Ola, et ça m'a vraiment brisé le cœur quand en fait elle se fait humilier à cause de cette histoire d'alien, qu'on lui dit que son histoire est beaucoup trop potage pour la comédie musicale parce que c'est elle qui l'avait faite la saison dernière, que elle jette tous ces trucs d'alien et s'est dit c'est bon maintenant il faut grandir. En fait ce qui est intéressant c'est que dans la saison on voit étape par étape le démembrement de son délire sur les aliens, c'est-à-dire que ça commence par ses cheveux, son maquillage, puis avec Ola qui lui dit t'y crois réellement, puis
Ola qui lui fait comprendre que les fantasmes sexuels, leur jeu érotique autour de ça, ça commence à la fatiguer. Donc c'est petit à petit, puis ça culmine quand l'histoire sort et que Hope pète un câble et lui met la pancarte un peu comme un bonnet d'âne devant toute l'école pour l'humilier en fait. C'est magistral. Et c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est une série où il y a que 10 épisodes, mais ils prennent leur temps. Le développement du personnage de Lily, on l'a vraiment eu que cette saison en fait. Alors que ça fait 2 saisons qu'on la regarde avec son délire de la reine Glénoxie, etc. Et par exemple, je pense que le personnage de Raïm, il aura peut-être un développement dans la saison suivante. Ola et sa maman, je pense qu'on l'aura plus dans la saison suivante aussi. Parce que c'est vrai qu'elle en parle pas tant que ça. Ça m'a même fait bizarre des fois d'entendre Adam parler de Ola, dire que, par exemple, qu'il a répété ce que Eric lui a dit sur Otis à Ola. Je dis, mais pourquoi il parle à Ola? Et je me suis rappelé que dans la saison précédente, ils se rapprochent parce qu'ils cassent des trucs ensemble, parce que tous les deux ils sont en colère. Et le truc, c'est que du fait de déménager avec la famille d'Otis et qu'elle a rien en commun avec Jean, ni avec Otis, et qu'en plus ils sont sortis ensemble, méga gênant, et qu'il y a un nouveau bébé qui arrive, et que Jean va peut-être mourir dans le dernier épisode, et que le bébé est très fragile, ça lui rappelle plein de trucs par rapport à sa mère, et ça la traumatise en fait. Je suis pressée de savoir dans la saison suivante comment elle va surmonter ça. Oui, et n'oublions pas l'éveil féministe d'Amy, qui est drôle. C'est-à-dire que je pensais que ce personnage, cette actrice, ça allait juste être un ressort comique en fait, la bonne copine drôle, parce que chaque personnage principal, il faut qu'il ait ça. C'est-à-dire que dans le cas d'Otis, c'est Eric est hyper drôle. Dans le cas de Maeve, c'est Amy, parce que Amy est hyper drôle. Et au final, j'ai dit, mais mine de rien, Amy, elle était d'abord avec son groupe de gens cool qui l'a traité hyper mal, puis elle s'est affirmée, maintenant elle est que avec Maeve, puis elle a eu son agression dans le bus, et maintenant elle essaie de passer au-dessus de ça, elle fait sa thérapie, et elle est là à faire des vulves, ça c'est drôle, en gâteau. Elle devient meilleure cuisinière en plus, et puis elle vend ses vulves, et puis c'est marrant parce que c'est toujours la première étape du développement féministe, tu vois, de dessiner des vulves, et puis en plus elle commence à lire de la littérature féminine et féministe, et elle en parle avec comment elle s'appelle, avec Maeve, qui est hyper impressionnée et qui ne la juge pas en plus, et je pense que c'est ça qu'elle aime beaucoup avec cette fille. Et on a toute leur dispute sur le fait que Amy a payé le voyage à Maeve, et Maeve qui supporte pas qu'on prenne soin d'elle. Excusez-moi, mais je déteste ce genre de personnage en fait. Et Maeve, je l'aime bien parce qu'en fait c'est une bonne actrice, une excellente actrice même. Emma Mackey, mais ce genre de personnage, je suis une femme forte, rock'n'roll, je me peins les ongles en noir, j'ai les cheveux multicolores, nanana, on m'a jamais rien donné dans la vie, ça me saoule en fait. On l'a vu et revu, et revu, et en fait, j'aurais encore préféré que elle assume qu'elle a envie qu'on prenne soin d'elle. Voilà, que le partage commence comme ça en fait. Mais le fait qu'elle soit comme ça sert au fait que sa vérité, c'est qu'elle aimerait qu'on prenne soin d'elle, et que son conflit, c'est qu'elle a envie d'être indépendante parce qu'elle a pas envie d'être déçue, en fait. Et au final, ce qui est beau, c'est qu'elle se laisse faire parce qu'elle va dormir chez la mère d'accueil de sa petite sœur, et elle finit par déménager là-bas, et parce que c'est mieux pour sa petite sœur, mais c'est surtout bien pour elle. Et ça, mine de rien, j'en suis contente quand même. Et d'ailleurs, dans le développement féministe d'Amy, elle a du mal à quitter son copain, mais elle finit par le quitter parce que en fait elle est toujours en couple, Amy, quoi. Elle passe sa vie à être passée de garçon en garçon en garçon, elle a le droit, mais en faisant ça, elle n'a pas le temps de savoir ce qu'elle aimait. On le voit d'ailleurs dans la saison précédente, de découvrir ce qu'elle aimait, le type de personne qu'elle était, alors que mine de rien, elle est encore très très jeune, et je suis contente de savoir que peut-être dans la saison suivante, on va découvrir une Amy qui va s'affirmer et être célibataire. Qui sait, on verra bien. Et puis surtout, on peut pas oublier Ruby. Ruby. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage où j'en attendais absolument rien dans la saison 1. Et d'ailleurs, le délire de Ruby et sa bande de potes populaires, oui, ça m'a fait penser à toutes les filles populaires de toutes les séries qu'on a toujours vues. Donc j'en attendais vraiment rien. Et quand j'ai vu le développement, elle couche avec Otis à la fin de la saison 2, j'ai dit oui, ok, d'accord. Elle est sexuellement libérée, ok. Ça rentre toujours dans le trope de la fille populaire, comme Regina George. Et puis quand j'ai vu que... Ah non, mais il continue avec ce truc, il continue avec ça. Je me suis dit, mais c'est pourquoi en fait? Et quand j'ai vu que c'était une excuse
pour nous faire rentrer dans le monde de Ruby, c'est-à-dire qu'elle n'est pas riche, elle n'a jamais invité personne chez elle, son père est handicapé, du coup elle prend soin de lui, elle cuisine pour lui, nanani. J'ai dit, ah ouais, c'est sympa quand même. C'est sympa d'avoir utilisé Otis comme vecteur pour nous faire rentrer dedans, parce qu'en fait, elle aurait jamais fait rentrer personne. Et au final, sa rupture avec Otis nous sert ça lui sert de... Comment on dit ça? Bon, j'ai plus le terme technique, mais ça nous sert de développement du personnage pour qu'elle se rapproche de ses amis du lycée et qu'ils viennent chez elle pour la première fois pour la consoler en fait. Et ils sont venus sans hésiter, c'est-à-dire que ils ont vraiment et sans hésiter, ils sont venus, ils n'ont pas regardé son intérieur et ils l'ont consolé. Et c'est une belle série parce que c'est aussi une série sur l'amitié en fait. On voit des amitiés fortes dans cette série à l'ère des réseaux sociaux qui nous disent que yeah, if someone is toxic, then I don't want to be with them, I need my peace, whatever, you know. Et le truc, c'est que bah, j'ai vu quelqu'un dire ça sur les réseaux sociaux et je suis complètement d'accord. J'aurais aimé que Otis y continue avec elle parce que j'aurais aimé en savoir plus sur elle et plus sur elle, comment la relation l'aurait changé. Parce que pour le coup, je me doutais que c'était une bonne actrice, mais vraiment dans cette saison, j'ai dit ah ouais, c'est une putain d'actrice quoi. C'est vraiment une bonne actrice et c'est Otis qui lui brise le cœur. Et de toute façon, Otis, j'ai toujours trouvé qu'il était égoïste, personnellement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il aide les gens dans la clinique que il ne l'est pas en fait. Il est vachement comme sa mère. Je trouve que tous les deux, ce sont des personnages qui sont très égoïstes. Et c'est pas parce que ils ont voilà, une bonne verve, une bonne capacité à délivrer les gens de leurs émotions qu'ils ne le sont pas. Il couchait avec elle juste parce qu'il voulait s'amuser en fait. Il en a le droit, mais il n'était pas clair sur ses intentions. Et c'est lui, en plus, qui l'a poussé à s'ouvrir. Et ça, les gens n'en parlent pas. C'est Otis qui a poussé Ruby à s'ouvrir à lui. C'est Otis qui a poussé pour qu'il soit vu en public. C'est Otis qui a poussé pour venir chez elle, qui a poussé pour aider son père, au final pour lui dire « Ah, ok, then parce que il l'aime pas. Mais tu le savais depuis le début. Alors pourquoi tu le forçais ?» Et on pourrait légitimement croire qu'il essayait de se convaincre qu'il l'aimait elle pour pas aller vers le vrai amour de sa vie, c'est-à-dire Maeve. Mais des fois dans la vie, et moi c'est ça qui m'énerve en fait des fois dans les séries, c'est qu'il y a un manque de réalisme, c'est-à-dire que il y en a combien des histoires de personnes qui sont amoureux d'une personne, ça marche pas, ils se mettent en couple avec quelqu'un d'autre, même s'ils aiment encore l'autre personne, et puis they make it work, tu vois, et au final ils aiment pleinement la nouvelle personne avec qui ils sont en couple. Ça arrive aussi en fait, et je comprends pas pourquoi on nous montre pas ça aussi, tu vois. Et je souhaitais sincèrement qu'ils tombent amoureux de Ruby et qu'ils aient une belle histoire. Et après, si tu veux retourner avec Maeve dans la saison 4, pourquoi pas. Surtout qu'au final, c'est pour qu'elle se barre aux États-Unis. Flemme. Mais bon, c'est une excellente série, donc je tolère. Alors le truc qui m'a le plus étonné, c'est que je m'attendais pas à revoir Raïm. Et franchement, j'apprécie qu'il soit de retour. Tout simplement parce que souvent dans les séries, ils prennent un personnage, ils l'utilisent en trope ou en outil pour faire le développement d'un des personnages principaux de la série. Et puis ensuite, on ne revoit plus la personne parce qu'on estime que, je sais pas, elle est pas si intéressante que ça, ou alors que il sert plus au personnage, non. Donc j'étais persuadée qu'on n'allait plus revoir Raïm en fait. Parce que c'est bon, Eric il est avec Adam, voilà, peut-être son père a fermé la boutique et qu'ils sont retournés en France, je sais pas, je m'imaginais vraiment un truc comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai dit mais il est encore là lui. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit Lorraine, c'est logique. À chaque fois que t'étais allé, ça ne m'est jamais vraiment arrivé, je vais pas mentir, mais peut-être au collège, que t'étais dans une école et qu'il y avait un nouvel élève en milieu d'année ou en cours d'année ou même en début d'année, la personne est restée du début jusqu'à la fin quoi. Elle est restée toutes tes années collège ou alors sur les années suivantes en fait. C'est jamais arrivé que quelqu'un reste un an et parte en fait, jamais. Et c'est logique du coup que Raïm soit encore là et qu'il soit dans le background en fait, que ce soit pas lui le personnage central mais qu'il soit derrière. Cependant, le fait qu'ils aient ramené la relation de Raïm dans la relation d'Adam et Eric, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me suis dit mais c'est vrai que... En fait, je pense qu'on a tellement l'habitude des séries médiocres, Riverdale, ou de séries qui sont pas bonnes, et je pense Beverly Hills 90-210
ou même Gossip Girl dans les dernières saisons, j'oublie que l'écriture d'une bonne série, bah, t'es obligé de voir le personnage gérer ce qu'il a laissé dans la saison précédente. Alors que je me rappelle dans 90-210 avec Naomi, que j'adorais, elle sortait avec un moment, elle sort avec un mec, il me semble qu'il est mexicain. Le mec, il est là pendant une semaine, mais je rigole pas, hein. Et ils ont tout un truc un peu tension sexuelle et tout. Et je kiffais le mec, je le trouvais magnifique en fait. Et je kiffais ce petit jeu qu'ils avaient. Et j'ai pas compris, on l'a plus vu en fait. On l'a plus vu le mec. Il a disparu. Je sais pas pourquoi. On sait pas où il est parti. Et je me rappelle que ça m'a choqué parce que je dis, mais c'est la seule personne que je voulais voir en fait. Pourquoi il est plus là? Et j'ai commencé à me renseigner sur les séries américaines et c'est comme ça que j'ai appris que selon la personnalité / popularité du personnage d'une série, il reste dans les épisodes précédents ou non. C'est-à-dire que ça arrive pour le casting. Donc c'est-à-dire que le casting principal, donc par exemple dans Sex and the City, Samantha est devenue hyper populaire, donc on s'est retrouvé à l'avoir beaucoup plus qu'on devait l'avoir à la base. Et là où c'est Carrie qui est censée être le personnage principal et que bah, comme elle est moins intéressante, bah, on la voit autant que Samantha, alors que Samantha on devait la voir moins que Carrie, par exemple. Ou alors dans le cas de 90-210, j'ai oublié le nom de la go, mais la fille du principal, il me semble, c'est elle qu'on voit beaucoup dans la première saison, la nouvelle fille, la fille rousse là, qui était dans Degrassi, j'ai oublié son nom. On la voit énormément dans la saison 1, mais c'est Naomi qui devient le personnage quasiment principal dans les saisons suivantes parce que c'est le plébiscite du public en fait. C'est pareil pour Adriana, il me semble, qui est là. Est-ce que c'est là? Je sais plus, mais il me semble qu'elle est beaucoup plus en retrait dans la saison 1 et beaucoup plus en avant dans la saison 2. Ou l'inverse, je sais plus. Parce que ça dépend du plébiscite du public. Peu importe que tu sois bonne actrice, pas bonne actrice, ta storyline en fait. Et souvent ça joue comme ça. Et par exemple, ce mec-là, qui était, je sais pas s'il est réellement, mais jouait un mec mexicain, bah ils font des tests. Ils testent le personnage prend pas, on le dégage. Ivy, par exemple, si vous vous rappelez la surfeuse blonde avec sa mère productrice de musique qui fume de la weed, bah ils ont testé, ça a pris, et bah ils l'ont laissé. Voilà. Et puis elle a eu tout son truc avec Liam et tout, alors que je trouvais qu'elle était pas très intéressante quoi. Anyways, et pour revenir là-dessus, bah, par exemple, à un moment, il y a Lauren London qui est dans une des saisons, 2 ou 3, je sais plus, et j'étais trop contente parce que c'était à l'époque une de mes actrices préférées, c'était mon modèle, en plus, bah regardez, voilà, Frange, c'était la coupe qu'elle avait tout le temps, et elle avait le même prénom que moi, et elle est restée 3 épisodes et elle a disparu, et je me suis dit, bah ok, elle a disparu, pourquoi? C'était juste pour faire comprendre à Dixon qu'il était noir, bah oui, bah on le savait, c'était nul en fait. C'était nul. Là, dans Sex Education, c'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça. Il y a toujours un moment où, par exemple, Lily, elle a fait ça et elle a eu son moment. Amy, elle a fait ça. Même la mère de Maeve, elle a fait ça. Et puis c'est normal, c'est la mère d'un des personnages principaux. Même Raïm, que je pensais, pour le coup, Raïm, je parlais de lui à la base, je pensais qu'on le verrait plus. Et il est là. Et quand il y a eu ce moment de tension sur son excrément jeté, là, je me suis dit, ouais, non, il va lui arriver un truc intéressant dans la saison suivante. Stay tuned, tu vois. C'est du foreshadowing qu'il nous faut en fait dans cette série. Et j'adore. Bon, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à partager mes vidéos si vous aimez la perspective que je donne. N'hésitez pas à commenter aussi. J'adorerais avoir votre opinion sur tous les personnages et ce que vous avez pensé de la saison et de la série. Abonnez-vous, il y a beaucoup de passages sur ma chaîne, mais il y a très très peu d'abonnements, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ce n'est pas uniquement une chaîne de critiques et avis de séries télé et films, c'est aussi ma chaîne personnelle, c'est-à-dire que je parle aussi de mes bouquins et des livres que je lis, je parle aussi de musique. Musique, alors des fois c'est de l'analyse vocale parce que je suis coach vocal ou alors de l'analyse musicale, voilà, on analyse la musique ensemble ou des phénomènes pop culture que j'analyse aussi en détail sur le mini podcast sur mon Instagram qui s'appelle Le Bloc-Notes ou alors dans mon podcast il y a quelques années maintenant qui s'appelle The Why, donc tout est dans la barre des descriptions. Et voilà. Donc merci beaucoup. Allez faire un tour sur mon Insta, clic, abonnez-vous. Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, il faut que je vous parle des profs. Bon, ce sera pour une prochaine vidéo.